the master plan. You want to talk about the master plan? Le plan directeur. Vous voulez parler du plan directeur? Oui. Eh bien, Jared Kushner a dévoilé le plan directeur pour Gaza, aussi appelé le plan du maître. Il l'a fait à Davos, le rassemblement des élites mondiales, et c'est le fruit du soi-disant Conseil de la paix, dirigé par Donald Trump, avec la bénédiction du Conseil de sécurité de l'ONU. Rappelez-vous qu'à une récente réunion du Conseil de sécurité, la Russie et la Chine n'ont pas opposé leur veto à une mesure qui fait essentiellement de Trump le dirigeant de Gaza pour toujours. Même après avoir quitté la Maison-Blanche, il restera à la tête du soi-disant Conseil de la paix. Et donc, Jared Kushner a dévoilé leur soi-disant plan directeur pour Gaza, alors que des gens continuent d'être tués chaque jour par les bombes israéliennes, que des populations continuent de souffrir faute de nourriture et d'abri, tout cela bloqué par Israël, alors que des nourrissons continuent de mourir de froid. Jared Kushner est allé à Davos et nous a présenté ce plan directeur dystopique. This is Jared Kushner who Voici Jared Kushner. Personne ne l'a élu. Il n'est pas membre du gouvernement américain et il n'occupe aucun poste officiel. C'est simplement le fils d'un milliardaire sioniste juif que Trump a gracié, qui était, je crois, un partenaire commercial de Trump et qui est désormais son gendre par l'intermédiaire d'Ivanka. Et pourtant, c'est lui qui détermine l'avenir de la population de Gaza, qui souffre depuis si longtemps, à travers son plan directeur explicitement intitulé ainsi. Nous avons donc élaboré un plan directeur. Nous avons fait venir, je crois, Akir Gabay, qui est l'un des promoteurs immobiliers les plus prospères et l'une des personnes les plus brillantes que je connaisse. Nous devons vraiment le suivre de près. Il est ici pour réaliser ce projet à but non lucratif, vraiment par conviction. Il veut le faire. Et nous avons mis au point des moyens de redévelopper Gaza. Gaza, comme le dit le président Trump, a un potentiel incroyable. Et cela, c'est pour le peuple de Gaza. Nous l'avons divisé en zones. Au début, nous envisagions l'idée de dire « créons une zone franche » et ensuite, nous aurons une zone Hamas. Puis nous nous sommes dit « vous savez quoi ? Planifions plutôt un succès retentissant. » Nous, le Hamas, avons signé un accord de démilitarisation. C'est ce que nous allons faire respecter. Les gens nous demandent quel est notre plan B. Nous n'avons pas de plan B. Nous avons un plan. Nous avons signé un accord et nous sommes tous déterminés à le faire fonctionner. Il y a un plan directeur et nous le mettrons en œuvre par étapes. Au Moyen-Orient, ils construisent des villes de 2 ou 3 millions d'habitants en seulement quelques années. Donc, un projet comme celui-ci est tout à fait réalisable si nous nous en donnons les moyens. Ainsi, Rafah commencera avec beaucoup de logements pour les travailleurs. Nous pensons que cela pourrait être fait en 2 ou 3 ans. Nous avons déjà commencé à enlever les décombres et à procéder à certaines démolitions. Et puis, New Gaza, cela pourrait devenir un lieu porteur d'espoir, une destination avec beaucoup d'industries où les gens pourront vraiment s'épanouir et bénéficier de grandes opportunités d'emploi. Une fois que ça sera lancé, nous pensons qu'il devrait y avoir le plein emploi et des opportunités pour tout le monde là-bas. Nous disposons de nombreuses données sur ce qui peut être fait et nous pensons que cela donne réellement au peuple gazaoui une chance de vivre ses aspirations. Mais tout commence par la sécurité et tout commence par la gouvernance. Dernière remarque, je dirais simplement à propos du Conseil pour la paix. Tout le travail que nous faisons consiste essentiellement à étudier les meilleures pratiques du monde entier. Nous observons qui excelle dans l'éducation, qui excelle dans la prestation de soins de santé. Rien de tout cela n'est une propriété intellectuelle secrète. Tout cela est une propriété intellectuelle que le Conseil pour la paix rendra publique. Et nous voulons encourager tous les pays à suivre ces meilleures pratiques. Beaucoup des choses que le président Trump fait en Amérique, si elles fonctionnent, nous devrions tous les reproduire. Et si nous trouvons ce qui fonctionne dans d'autres pays,
nous devrions le reproduire aussi. Ce que le Conseil de la paix pourra faire si nous réussissons à Gaza, c'est vraiment montrer comment mettre en œuvre la paix. Quelque chose pour lequel, lorsque nous avons conclu cet accord, nous n'avions pas trouvé beaucoup d'expertise ni de savoir-faire. Donc, en créant ce système, nous espérons pouvoir documenter ces enseignements et les rendre disponibles à toute personne souhaitant les utiliser à l'avenir. La démilitarisation, c'est quelque chose que nous commençons maintenant. Nous avons un nouveau gouvernement à Gaza. Ce gouvernement travaillera avec le Hamas sur la démilitarisation afin de réellement faire passer les principes convenus dans le document à la phase suivante. Et nous espérons que cela sera couronné de succès. Sans cela, nous ne pourrons pas reconstruire. Donc, si le Hamas ne se démilitarise pas, ce sera ce qui empêchera Gaza et le peuple de Gaza de réaliser leurs aspirations. Et c'est très important. Au cours des 100 prochains jours, nous allons rester concentrés et déterminés à veiller à ce que cela soit mis en œuvre. Nous continuerons à nous concentrer sur l'aide humanitaire et les abris, mais aussi sur la création des conditions nécessaires pour aller de l'avant. Merci donc. Le dernier point que je souhaite souligner, c'est que tout cela n'est possible que grâce au travail de tant de personnes et au grand leadership du président Trump. Mais beaucoup d'entre vous demandent, comment pouvons-nous aider? Les pays ont tous fait preuve d'une générosité incroyable. Nous organiserons la première conférence dans quelques semaines à Washington, où nous annoncerons de nombreuses contributions provenant du secteur privé. Il y aura d'excellentes opportunités d'investissement. Je sais que c'est un peu risqué d'investir dans un endroit comme celui-ci, mais nous avons besoin que vous ayez confiance, que vous investissiez dans les gens et que vous essayiez d'en faire partie. Et enfin, je dirais simplement aux personnes des médias et des réseaux sociaux, cet accord n'a été possible que parce que nous avons travaillé avec Israël, la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Je veux dire, tout le monde a travaillé ensemble. Nous avons travaillé avec les Émirats arabes unis. Nous avons tous collaboré pour que cela se réalise. Je vois beaucoup de gens essayer d'envenimer les choses, vous savez, en critiquant Israël, ou des Israéliens critiquant la Turquie ou le Qatar. Calmez-vous simplement pendant 30 jours. Je pense que la guerre est terminée. Faisons de notre mieux pour travailler ensemble. Notre objectif ici est la paix entre Israël et le peuple palestinien. Tout le monde veut vivre en paix. Tout le monde veut vivre dans la dignité. Mettons nos efforts au service de ceux qui œuvrent à construire cela, comme Ali et son comité. Concentrons-nous sur les histoires positives et essayons simplement de nous calmer, de tourner une nouvelle page. Si nous croyons que la paix est possible, alors la paix peut vraiment l'être. Nous allons continuer à travailler chaque jour et nous avons besoin de votre aide à tous pour y parvenir. Encore une fois, je tiens vraiment à remercier le président Trump pour son leadership qui a permis que cela se réalise. Cela n'aurait pas été possible sans votre engagement. Tout le monde pensait qu'il était impossible de mettre fin à cette guerre, mais vous n'avez jamais abandonné. Vous n'avez jamais cessé d'y croire. Chaque fois qu'il y avait un revers, vous nous disiez d'essayer plus fort. Vous nous proposiez de nouvelles idées. Nous avons déjà accompli plusieurs choses jugées impossibles à Gaza. Et rien ne nous empêche d'en accomplir encore davantage. Vraiment. Alors, oui, un promoteur immobilier sioniste juif obtient le droit de redessiner Gaza en un camp de concentration biométrique, avec le soutien ou le consentement de ceux qui veulent participer au Conseil pour la paix de Trump,
un système de pay for play nécessitant un investissement d'1 milliard de dollars. Le logo est inspiré de celui du Conseil de sécurité de l'ONU, mais avec des ailes dorées. Mon Dieu. Trump vise donc à remplacer le Conseil de sécurité de l'ONU et à créer un gouvernement mondial à la Trump. Et Gaza. Donc Gaza devient la base de ce gouvernement mondial biométrique, sioniste radical, réservé à l'élite, incorporé à Trump, dans lequel les pays doivent investir pour enrichir Trump et ses proches afin d'obtenir une place à la table. Et la Turquie et le Qatar ont donné leur accord. Et la Russie et la Chine n'ont pas opposé leur veto à ce plan au Conseil de sécurité. Et maintenant, Poutine y investit. Et la seule condition de Poutine, apparemment, c'est qu'il veut que les avoirs russes gelés servent à payer ses frais d'adhésion. C'est sa seule préoccupation. Franchement, que personne ne boycotte cette chose me dépasse. L'Espagne l'a boycotté, à son honneur. Mais comment quelqu'un peut-il adhérer à cela? Il n'y a aucun Palestinien. En fait, le Conseil de la paix ne mentionne même pas les Palestiniens dans sa charte. Et il n'y a aucun Palestinien au sein du soi-disant Conseil de la paix. Ce sont principalement des sionistes, dont Benjamin Netanyahou, qui a été invité par Trump. Et je crois qu'il a accepté, oui, et puis leur plan pour Gaza même. Eh bien, peut-être qu'on y viendra. Mais c'est vraiment chaque fantasme dystopique condensé en un seul. Je veux dire, c'est vraiment ça, ici même. Et le fait qu'ils veuillent le faire sur ce qui est essentiellement une fosse commune, construire de nouveaux camps de concentration à l'intérieur d'un camp de concentration qu'ils ont détruit. On ne pourrait même pas l'inventer si on essayait d'imaginer quelque chose d'aussi infernal. En 1948, entre guillemets, Israël a été créé. Les Palestiniens ont été soumis à la Nakba. C'est à ce moment-là que toute l'infrastructure de l'ordre international d'après la Seconde Guerre mondiale a été mise en place, y compris l'ONU, le modèle du Conseil de sécurité, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions de Genève, intégrées dans ce cadre international. Et pourtant, l'ONU a voté pour établir Israël, l'un des crimes les plus honteux de l'histoire moderne. Et maintenant, tout revient à son point de départ, avec l'Holocauste de Gaza. D'un holocauste à l'autre, l'ONU est rendue obsolète par le gouvernement mondial trumpien, désigné dans les termes les plus orwelliens possibles comme un conseil de la paix, avec le consentement des principaux acteurs régionaux. Et revenons à Gaza, où nous verrons le plan directeur en détail. Encore une fois, je veux simplement souligner ceci. C'est une carte de Gaza, mais elle pourrait bien concerner un quartier près de chez vous si nous laissons cela se produire. C'est un modèle pour l'humanité, conçu par nos maîtres de guerre en intelligence artificielle. Voici à quoi ressemble la carte. Vous pouvez voir que le jaune représente les soi-disant non-personnes, les réfugiés sans statut, qui y vivront. Les zones brunes sont réservées aux complexes industriels et aux centres de données. Ensuite, il y a une route sur le côté pour les autoroutes et les transports locaux. Les parcs, l'agriculture et les installations sportives sont indiqués en vert. Il y a un port qui a l'air plutôt bien et un aéroport. Tout est situé dans le sud, cependant. Au nord, cette zone brune, ce sont les camps de réfugiés qu'Israël a effacés de la carte. Jabalia, Beit Hanoun, Gaza City, tout est réduit à un minuscule espace. Il y a un parc au centre de Gaza City pour réduire les zones résidentielles. Et voici une analyse assez pertinente de ce que cette carte signifie, faite par quelqu'un nommé Hamza Attar. Le rose indique où vivent les riches. Le jaune, c'est pour la main-d'œuvre, les esclaves qui travailleront dans les centres de données et les ateliers. Alors un peu plus, si tu peux. Oui, c'est une opération de blanchiment et de normalisation de l'occupation israélienne. Regardez ces zones blanches ici. Ce sont celles qui bordent Israël. Israël obtient une immense zone tampon. Il n'y a pas de frontière avec l'Égypte,
donc le corridor de Philadelphie, est entièrement contrôlé par Israël. Les frontières sont déplacées de la ville de Gaza vers Khan Yunis et Rafah, au sud. La population de la ville de Gaza est actuellement la plus élevée. Mais cela va s'inverser, car Gaza est le centre de la classe moyenne de la bande de Gaza, ainsi que le siège des institutions gouvernementales. Les pôles industriels impliquent une dépendance à la chaîne d'approvisionnement israélienne. L'électricité peut être coupée à tout moment par Israël. Rafah et Khan Yunis sont conçus comme des villes attractives pour inciter les Palestiniens à quitter la ville de Gaza et à se déplacer vers le sud. Cela déplacera également les Palestiniens vers l'Égypte et finira par les en expulser. Le nouveau port a été transféré à Rafah pour être adjacent à la zone occupée par Israël. C'est un port sous contrôle israélien. Ensuite, il y a une marina pour les riches, une île destinée aux investisseurs ou dirigeants fortunés, afin qu'ils puissent vivre à l'écart de la population. C'est dans la section 10. Voilà. En somme, c'est essentiellement une immense ville intelligente sous contrôle biométrique. Et en ce moment, comme Aaron l'a souligné, Gaza est bombardée. Plusieurs journalistes ont été tués il y a 2 jours alors qu'ils couvraient une cérémonie d'une fondation humanitaire égyptienne. Des gens sont tués parce qu'ils essayent de retourner dans leur maison au-delà de la soi-disant ligne jaune qui se trouve dans les zones blanches sur cette carte. Car c'est là qu'Israël démolit actuellement des habitations. Et Jared Kushner y fait référence dans son discours. Il dit « Nous déblayons les décombres. Nous déblayons les décombres. » Israël fait exploser des maisons de l'autre côté de la ligne jaune pour créer la base de ce gigantesque camp de concentration biométrique appelé Gaza. C'est là qu'ils vont construire le nouveau Rafah, qui apparaît sur les cartes du plan directeur, la présentation PowerPoint du plan directeur, ainsi que le nouveau Khan Yunis. Ensuite, ils vont s'emparer des zones contrôlées par la résistance à Gaza. Ils affirment qu'ils doivent démilitariser et déradicaliser afin de pousser la population dans ces camps. En fait, des camps d'esclaves de facto, des réserves. Ils sont déjà là, mais maintenant, ils imposent cette carte par-dessus. They're already there, but they're imposing this map on top of them. The Palestinians have never mattered. Les Palestiniens n'ont jamais compté. Leur voix ne compte pas. Il n'y a aucun Palestinien au Conseil de la paix. Ils n'existent pas en tant qu'êtres humains. Ils n'existaient pas en 1948 lorsque l'ONU a voté. Et ils n'existent pas aujourd'hui. Et cela, encore une fois, c'est un modèle qui s'impose à nous dans le futur techno-féodal. Et la seule chose qui se dresse entre lui et nous, c'est la résistance palestinienne. La résistance palestinienne, représentée par des voix assassinées comme celle d'Abu Obeida, oui, je l'ai dit, c'étaient les véritables combattants de la liberté de l'humanité, se dressant contre les Tony Blair, les Larry Ellison, les Jared Kushner et les crapules du Golfe qui veulent en tirer profit. Voilà la réalité. Et oui, Tony Blair siège au Conseil de la paix. Que peut-on dire des figures qui siègent au Conseil de la paix? Le fait que Trump ait choisi Tony Blair, c'est presque comme s'il voulait à tout prix insulter les peuples du Moyen-Orient, leur jeter à la figure qu'il est le suzerain colonial, au point de nommer quelqu'un qui a participé à l'invasion de l'Irak, laquelle a entraîné des millions de morts. Je veux dire, quelle arrogance, quelle hubris, Trump qui nomme Tony Blair. Parce que franchement, pourquoi d'autres choisiraient donc Tony Blair? Oui, il est lié à toutes les monarchies du Golfe, d'accord, mais il montre simplement un mépris total pour les peuples à chaque occasion possible. Et le fait que Jared, encore une fois, comme tu l'as souligné, Jared Kushner, en plus d'être un Américain juif sioniste, se voit, tu sais, remettre les clés de Gaza alors qu'il n'a même pas de poste gouvernemental. Donc qui est ce type et pourquoi est-il là? Il est là parce qu'il met Israël avant tout. Et c'est bien le message. Si tu veux avoir un avenir, si tu veux pouvoir survivre sur ta propre terre, si tu es palestinien, tu dois faire passer les besoins d'Israël en premier.
Et c'est ce que fait le plan du maître ici à Gaza. C'est aussi un système mondial de pots de vin à plusieurs niveaux. Pour siéger au Conseil de la paix, il faut verser de l'argent à Trump, $1 milliard. Et juste en dessous de Trump se trouve Jared Kushner, le réparateur, qui possède cette société recevant des investissements. C'est une société d'investissement qui obtient de l'argent, par exemple, du fonds souverain émirati et de tous ces milliardaires du Golfe. Il veut tirer profit de Gaza. Et qui d'autre pourrait tirer profit de Gaza? On voit là tous ces centres de données prévus pour Gaza. Oracle, les seigneurs de la guerre de l'IA. Et donc ils doivent payer Jared Kushner pour pouvoir entrer à Gaza. Une fois sur place, ils peuvent profiter du génocide des Palestiniens en reconstruisant ce front de mer, soi-disant en le reconstruisant. Larry Ellison est directement impliqué ici. Oui, le propriétaire de TikTok, dont le fils, David Ellison, fervent partisan d'Israël et proche du gouvernement israélien, a pris le contrôle de Paramount et a remis les clés de CBS à Barry Weiss. La famille Ellison est impliquée par l'intermédiaire de Tony Blair, car elle finance le Tony Blair Institute. Je pense qu'ils font partie des plus grands donateurs. Larry Ellison et Oracle en font partie. Et c'est pour cela que Tony Blair promeut l'identification numérique et toutes ces solutions technologiques issues du capitalisme de surveillance. Regardez ça, c'est un extrait glaçant. Je crois qu'il a été tourné lors d'une conférence aux Émirats arabes unis. Elle s'appelle en fait le Sommet mondial des gouvernements. Franchement, si j'étais un type du mouvement John Birch des années 1950, tout ce dont nous parlons me ferait exploser la tête. Regardez, c'est tellement... Peut-on arrêter de dire dystopique et orwellien? Il me faut un dictionnaire des synonymes. Voici Tony Blair, métamorphe reptilien, inspiré de Nicolaï Karpatsia, l'antéchrist de la série Left Behind de Tim LaHaye. À l'avant-garde de cette révolution se trouve la question de ce que le gouvernement devrait faire en matière d'infrastructures numériques. Vous savez, l'identité numérique, les centres de données, et ainsi de suite. La première chose qu'un pays doit être, c'est Larry Ellison d'Oracle, le principal donateur de Tony Blair. unifier toutes leurs données afin qu'elles puissent être exploitées et utilisées par le modèle d'IA. Il faut rassembler toutes vos données de santé, vos données de diagnostic, vos dossiers médicaux électroniques, vos données génomiques. Le NHS au Royaume-Uni dispose, avez-vous entendu ce qu'il vient de dire, des données génomiques. Une quantité incroyable de données sur la population, mais elles sont fragmentées. Elles ne sont pas facilement accessibles à ces modèles d'IA. Nous devons rassembler toutes les données dont nous disposons dans notre pays et les transférer dans une plateforme de données unique et unifiée. Ainsi, nous fournissons le contexte. Lorsque nous voulons poser une question, nous avons déjà donné à ce modèle d'IA toutes les données dont il a besoin pour comprendre notre pays. C'est la grande étape, le chaînon manquant. Nous devons unifier toutes les données nationales, les placer dans une base de données facilement exploitable par le modèle d'IA, puis poser toutes les questions que nous voulons. Parlez-nous donc, même des données génomiques, comme celles qu'utilise 23andMe, et potentiellement bien plus. En réalité, si vous allez en prison ou même en détention pour une journée, les marshals essayent de prélever votre ADN. Donc l'ADN, toutes vos données, tout est centralisé en un seul endroit pour que les seigneurs de guerre de l'IA y aient accès. C'est le modèle Palantir. Palantir a été proposé comme participant potentiel à Gaza après avoir pris part au génocide, en fournissant une assistance au ciblage pour la machine génocidaire israélienne. Et ils sont au sommet mondial des gouvernements. Tout cela nous est imposé en pleine figure. Voilà ce qu'ils veulent. Et Tony Blair, c'est ainsi qu'il a obtenu, je pense, son siège au Conseil de la paix. Voilà l'avenir. La seule chose qui s'y oppose, qui peut le compliquer, c'est la résistance à Gaza, à qui l'on demande de se désarmer,
et de se déplacer dans des camps de concentration biométriques pour fournir leurs données génomiques, leurs données ADN, au Centre mondial de données d'IA de Larry Ellison. Larry Ellison's One World AI data center. And yeah. Ce qui m'étonne, c'est que les Palestiniens de Gaza sont sans doute déjà la population la plus surveillée au monde. Mais selon ce plan, ils trouveraient de nouveaux moyens de s'immiscer dans la vie des gens et de contrôler tout ce qu'ils font. Par exemple, pour manger ou pour pouvoir vivre dans l'un de ces nouveaux centres de population, il faudrait céder ces données. Les yeux de tout le monde seraient scannés. C'est, encore une fois, désolé, c'est devenu un cliché, dystopique. Mais ils veulent d'une manière ou d'une autre accroître la surveillance d'une population déjà parmi les plus surveillées au monde.